participantes qui nous suivent en ligne. Je commence tout de suite par signaler que c'est le cas de Laurent Van Heijn qui ne pouvait malheureusement pas être physiquement présent aujourd'hui et il s'en excuse en particulier auprès de notre oratrice, mais il se branche effectivement en ligne, donc il sera bien présent. Alors ceci, vous le savez, c'est la deuxième séance du séminaire dit transversal du Centre Prospero, qui a inauguré, donc c'est la deuxième séance d'un nouveau cycle, regarder, voir, entrevoir, transparence et opacité de la représentation. Et c'est aussi en même temps, et c'est pour ça qu'il y a toute une partie du public qui nous suit à distance, c'est aussi la première séance du séminaire international que nous menons maintenant depuis quelques années en partenariat avec l'école doctorale des Pays de la Loire, dirigée par Patricia Lochkin, qui est également, que vous voyez apparaître ici derrière l'écran, donc qui coordonne avec le Centre Prospero ce séminaire. On a là aussi lancé un nouveau cycle d'un thème assez proche de celui du Centre Prospero, justement pour pouvoir rassembler un peu ces deux séminaires. Donc on a appelé ce nouveau cycle du séminaire de l'école doctorale des Pays de la Loire, on l'a appelé « Voir et ne pas voir, que peut faire la littérature de l'image ». Alors j'en profite tout de suite pour être sûr de ne pas oublier à la fin de la séance, pour vous dire que dans le cadre de ce séminaire international qui a lieu parfois en présentiel, mais de toute façon avec une retransmission en ligne pour que tout le monde puisse y assister. Dans ce cadre-là, la séance qui était prévue le 6 décembre est déplacée au 20 décembre. Donc vous pouvez déjà faire un déplacement d'agenda du 6 vers le 20 décembre. Je vous le rappelle, c'est la séance qui sera animée par Juliette Maurice et qui sera consacrée à la question du voyage et pulsion scopique. Donc on reste un peu dans les mêmes thèmes. Voilà, ça vous pouvez déjà noter cette information. Alors, maintenant, je me tourne. Oui, vas-y, Patricia. Je précise que Juliette aurait aimé se connecter aujourd'hui, mais son livre a un tel succès qu'elle devait passer sur Arte. Alors, voilà, elle rate la séance. Ok, ben elle est toute excusée. Merci. Merci pour la précision. Alors, je présente maintenant notre oratrice, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc Anne-Cécile Guilbard, qui est récemment devenue professeure des universités à Poitiers, titre et poste qu'elle a obtenu grâce à la soutenance d'une HDR consacrée à la question des regardeurs, au concept, à la notion de regardeur, c'est-à-dire de personnes qui fabriquent l'image fixe à la manière de la photographie. Alors, je précise tout de suite, mais vous l'aurez déjà compris, que Anne-Cécile est spécialiste des rapports entre littérature et art visuel, en particulier la littérature du XXe siècle et de l'histoire de la photographie du XXe siècle. C'est surtout sur la photographie que se concentrent ses travaux, mais pas seulement, aussi sur la peinture, le musée, l'expographie dans son ensemble. Elle me confiait justement récemment de très beaux projets d'exposition peut-être à venir, croisons les doigts, à Poitiers. Et donc, voilà, on attend au niveau des publications, on attend avec impatience la parution de l'inédit que Anne-Cécile avait présenté dans le cadre de cette habilitation à diriger des recherches sur cette notion de regardeur. Voilà, en tout cas, moi-même, je suis très impatiente de voir cet ouvrage paraître. Alors, donc, je l'ai dit, Anne-Cécile travaille sur des questions qui nous occupent vraiment pleinement aujourd'hui, de ce qu'on voit et de ce qui nous regarde, de ces images qu'on voit, qu'on ne voit pas, de visible, d'invisible, d'opacité. Donc, on est en plein dans la thématique de notre séminaire. Anne-Cécile Guilbard avait consacré sa thèse sur la question de fiction, de perception-fiction, c'était dans ce sens-là, perception-fiction chez Beckett, Hervé Guibert et Roland Barthes. Donc voilà, on était déjà dans la ligne des questions d'image et de rapport entre littérature et art visuel. Alors plus récemment, elle a co-dirigé beaucoup d'ouvrages, j'ai sélectionné les deux les plus récents, Les pieds des photographes, alors ça c'est très intriguant, donc on a tout de suite envie d'acheter l'ouvrage, Les pieds des photographes, 9 photographes en Nouvelle-Aquitaine, paru aux éditions Le Temps qu'il fait en 2022, ou encore La vitesse dans l'image fixe, qui se ramène un peu aux travaux sur les regardeurs, paru là aussi en 2022 dans les cahiers Forélis. Alors, un grand nombre d'articles aussi, dont des articles sur Beckett, par exemple, plusieurs articles sur Beckett dans la revue, dans la collection, la série Beckett aux lettres modernes, dirigée par Léoline Brown,
dans lequel Anne-Cécile a publié plusieurs articles, mais aussi des articles sur les arts visuels, sur les arts de la photographie et sur d'autres auteurs. Donc voilà, vous retrouvez évidemment son CV en ligne avec une très belle liste de publications. Et je signale aussi, pour finir, que Anne-Cécile a réalisé en 2022 un film documentaire avec Fabien Maheu, qui s'appelle « À l'envers de la lumière », très beau titre, et qui est consacré à la photographie, mais à un élément très particulier de la photographie, une pratique très particulière, qui est l'art du tirage de la photographie. Donc c'est un film dont je vous recommande. Je ne sais pas s'il y a... Moi je l'ai eu un peu en accès privilégié, mais je ne sais pas s'il y a moyen de le voir. On va le mettre en accès non privilégié sur Vimeo bientôt. D'accord, voilà. Donc je vous conseille, c'est à la fois très instructif et très poétique en même temps, sur ce geste du tirage de la photo qu'en général on connaît mal, on situe mal la dimension à la fois très technique et poétique, artistique de cette pratique. Alors toujours est-il qu'aujourd'hui, Anne-Cécile nous a donné un beau titre très, très prometteur et un peu énigmatique aussi, « Donner forme aux transparences en art visuel, peinture, photographie ». Voilà, je te laisse la parole. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je veux remercier déjà vous d'être présents et vous autres à l'écran d'être présents à distance aussi. Je suis très honorée d'être invitée au Centre Prospero aujourd'hui. Je remercie pour cela beaucoup Isabelle Host, qui connaît d'autant mieux mon travail qu'elle m'a fait l'honneur d'être mon jury d'habilitation à diriger les recherches. C'est pourquoi elle sait tout de ce que j'ai déjà fait. Et donc merci beaucoup de cette invitation. Merci à Fanny aussi pour l'organisation de ce voyage qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui. J'en suis très flattée. Alors j'ai modifié, mais bon, vous l'entendez, c'est la même idée, j'ai modifié un peu mon titre. À vrai dire, et comme à chaque fois pour un titre d'exposé ou d'article, il est toujours difficile de s'arrêter et jamais satisfaisant. Et l'arrêt n'est jamais satisfaisant, donc j'en suis arrivée au dernier état de ma réflexion sur le titre à donner à mon propos, à ceci, des marqueurs de transparence en peinture et photographie. Et vous entendez que par rapport au titre original, l'idée de départ à la lecture de l'argument du travail que vous menez au séminaire, c'était bien cette idée de donner forme aux transparences, c'est-à-dire d'aller du côté des questions de matérialité, en fait, de la transparence et de l'opacité. Parce que au cours de ma carrière de chercheuse, jusqu'ici, j'ai commencé par l'œil. J'ai beaucoup travaillé sur l'œil, chez Beckett, chez Guibert et chez Barthes. Et là, j'en suis arrivée au papier, c'est-à-dire de l'autre côté. Et c'est sous cet angle modeste, concret, dérisoire, en deçà des très grandes questions, des très grands textes que nous avons lus, assurément, évidemment Louis Marin, que je souhaite travailler. La transparence, si tu veux bien mettre la diapo suivante, la transparence, c'est une problématique en soi, parce que c'est l'interposition, c'est un corps transparent, c'est un corps qui s'interpose entre le regard, l'œil, et les choses qui sont derrière et qui permet de laisser passer la lumière, de laisser passer le regard. Donc c'est à la fois une qualité et une politesse en quelque sorte, mais la problématique se tient évidemment là, un corps transparent et par conséquent un corps invisible. Question, comment reconnaître, comment faire paraître la transparence? Il me semble qu'il y a deux moyens, le reflet, ou alors un reflet local. Évidemment, si l'ensemble du corps transparent fait reflet, on appelle ça un miroir. Il n'est plus question de transparence du tout. Et ou une opacité, là encore, locale, parce que de la même manière, si l'opacité est complète, on est dans la dialectique transparence et opacité, on n'est pas dans le démasquage de ce corps transparent qui laisse passer donc le regard, la lumière à travers lui. Alors en reprenant un peu la base de tout ça, la fenêtre ouverte d'Alberti, donc j'ai repris une autre des versions de la fameuse définition qu'on connaît tous.
une fenêtre ouverte, d'où la scène se contemple. Je suis allée chercher une autre version pour vérifier, même si je n'avais pas grand doute sur le fait que la fenêtre était toujours ouverte. Je suis passée par Hubert Damy, chez Origine de la Perspective, pour trouver cette autre version. Et donc c'est bien toujours la fenêtre ouverte. Et donc je me disais, mais quand même, il n'y a jamais parlé de fenêtre fermée, enfin d'une vitre. Alors que l'ensemble des grands textes sur la peinture, à partir de l'art en perspective, enfin de la peinture en perspective linéaire, se fondent sur cette idée que le tableau donc est transparent, que c'est une fenêtre, mais on a en fait l'idée d'une fenêtre avec une vitre. Une chose me faisait beaucoup rire, c'est que si on réfléchit à la forme des fenêtres à la Renaissance en Italie, c'est pas du tout une baie vitrée, mais plutôt des petits carreaux et plutôt colorés, façon vitrail. Et en fait, si Alberti avait fermé cette fenêtre, l'histoire de l'art en eût été grandement changée. On serait passé sans doute directement à Mondrian et d'autres travaux où la géométrie en surface prend le pas sur l'idée d'un arrière du tableau, d'un fond du tableau dans lequel s'échelonneraient des plans en profondeur. Donc, reconnaître un plan transparent, voir la transparence, c'est donc passer par cette idée que si la transparence est invisible, ce n'est que par son défaut qu'elle paraîtra, reflet ou opacité locale. Donc, vous voyez que je me tiens très en deçà des grands textes. Hein. Je ne suis pas dans le paradigme de la transparence et de l'opacité, qu'Emmanuel Alloa reprenait après Louis Marin dans sa lecture. C'est dans le premier des 3 tomes de Penser l'image. Je ne suis même pas dans la dialectique transparence-opacité ou transparence et reflet. Peut-être un peu déridien comme approche. En tout cas, la manière dont j'aborde ici la transparence est celle d'une transitivité affectée. Affectée, c'est-à-dire de fait qui va permettre de voir cette transitivité, puisque toute la question est là. Donc il y a de la représentation dans la représentation pour commencer. L'origine, en réalité, de cette réflexion, elle tient à ma rencontre avec ce tableau. Alors je dis ma rencontre parce que je considère que les œuvres d'art sont presque des gens. Il y en a que je connais bien, que je vais saluer quand je retourne au musée où ils habitent. Et en l'occurrence, il s'agit d'une nature morte de Cézanne qui se trouve au musée de l'Orangerie et qui m'a arrêté il y a plusieurs années maintenant. Je me suis arrêtée devant me disant qu'il y avait là une énigme de peinture. Alors que, bon, voilà, c'est une nature morte de Cézanne, il en a fait plein. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'a marqué. J'avais pas eu le temps de travailler dessus. Je me suis dit, c'est là, c'est maintenant, c'est l'occasion. Je vais enfin essayer de comprendre cette énigme qui m'avait retenue. Ce qui me retient évidemment, c'est ce vers qui n'est même pas cité dans le titre du tableau. Alors, on sait bien que les titres des tableaux sont donnés de manière, à cette époque-là en tout cas, à pouvoir différencier des toiles dans une série de tableaux. Donc là, ont été retenus la boîte à lait, les fruits et la serviette, mais il n'est pas question de ce vers qui, pour moi, en tout cas, lorsque je découvrais ce tableau à l'Orangerie, constituait un fracas dans ce que j'imaginais faire Cézanne en peinture. De fait, la question de la transparence dans la nature morte, c'est donc là j'ai pris une nature morte au hasard parmi les très grandes natures mortes de l'art hollandais du siècle d'or. La transparence dans ce grand siècle d'or de la peinture, c'est évidemment une démonstration de maestria technique, de savoir-faire,
Et là, on comprend bien ce que font les peintres, sans doute de manière différente, j'en suis pas spécialiste. Hein. Là, c'est vraiment un exemple au hasard, mon discours sera très général sur la nature morte hollandaise du siècle d'or. Vraiment, je n'irai pas très avant. Mais ce qu'on voit clairement dans ce type, disons, de peinture de ce siècle, c'est que la transparence est un jeu de peinture. Il s'agit en effet de faire jouer les matières transparentes aux côtés des matières luisantes, brillantes, glacées, etc. Il y a ce texte de Barthes que vous connaissez sans doute, qui a été repris dans les essais critiques sur le souci des peintres hollandais. Alors c'est là où je constate l'influence qu'a eu Roland Barthes sur moi, parce que je pense dans ces termes-là aussi. Quel est le souci du peintre? Quel est le souci du photographe? Alors entendez bien toute la fiction qui peut accompagner une telle inquiétude, mais enfin c'est une manière d'approcher les œuvres. Et donc ce que dit Barthes, et vous pouvez le lire, le souci des peintres hollandais, ce n'est pas de débarrasser l'objet de ses qualités pour libérer son essence, mais bien au contraire d'accumuler les vibrations secondes de l'apparence. Alors pardon, je lis très mal, vous pouvez le lire, je lis très mal parce que je suis déficiente visuelle, je travaille aussi sur le défaut qui m'affecte. Donc vous pouvez lire sans doute beaucoup mieux que moi, qui vais buter à tout moment ce très beau texte de Barthes que je commente simplement. Le commentaire pourquoi je sors cet extrait du texte de Barthes, c'est parce que il manifeste que, selon lui, Barthes, la nature morte hollandaise montre l'emprise de l'homme sur les objets, et qu'il ne s'agit en réalité, avec toutes ces luisances, que de lubrifier le regard de l'homme dans son domaine, sur ses possessions. Et il y a cette idée d'une continuité, je vais y revenir, d'une continuité de l'espace extérieur au tableau à l'intérieur du tableau, qui se joue grâce à la transparence et notamment grâce au reflet. Parce que chez Cézanne, c'est pas ça la question. Ça n'est clairement pas ça la question, c'est une question tout à fait différente. Cette question, ça pourrait être quelle peut être la raison pour Cézanne de peindre un verre transparent au milieu de son tableau, par-dessus le drap et le mur. C'est ça en fait ma question. C'est forcément pas la raison pour laquelle Peter Claes peint son verre transparent avec cette coupe qui reflète aussi la lumière. Donc il y a dans ce tableau de Cézanne cette énigme que j'ai essayé de suivre. Alors le musée propose, et c'est assez merveilleux, à défaut de pouvoir y retourner, y être tous ensemble devant. Donc là, une première image du tableau avec son cadre, hein, qui permet de le retrouver très facilement quand on y retourne, parce que le cadre, avec ses dorures, le rend d'autant plus brillant, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Mais encore deux versions, deux photographies du tableau avec deux éclairages différents, ce qui permet vraiment de travailler à distance sur l'œuvre, et vous constatez au passage à quel point le jeu de contraste opéré par l'absence du cadre dans les deux photographies proposées porte d'effets très importants sur l'aspect de la toile. Donc, ok. Là, on en est. Donc, j'ai cherché ce qu'il faisait à l'époque, Cézanne. Comme les peintres impressionnistes travaillaient par série, j'ai voulu voir avec cette fameuse boîte à lait, là, dont j'ai d'ailleurs
finalement pas cherché ce que ça pouvait signifier qu'une boîte à lait, mais bon, c'était pas mon sujet. J'ai regardé ce qu'il faisait donc à cette époque-là, comment il peignait, à quoi il se consacrait. Donc on retrouve le drap et les fruits. Bon, les fruits, chacun sait, les pommes, les oranges, chez Cézanne, il y en a beaucoup. Donc là, on a le drap et les fruits dans ce travail-là. Dans un autre, on retrouve encore le drap et les fruits avec, vous le voyez, un mur un peu bleuté, sur fond duquel se détache, mais à peine, une sorte de carafe dans les mêmes tons. Mais on voit bien qu'il n'est pas en train de travailler la transparence. Il ne s'est pas saisi de cette question-là avec la carafe, par exemple. Il ne s'est pas saisi du problème du tout. Elle est là, il la met, mais ce n'est pas devenu un problème de peinture. Et puis il y a ce dernier cas où on retrouve le fond bleu, la boîte à lait et ce bol. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de drap. Mais il y a toujours cette carafe dans le fond là, qu'il ne traite pas à proprement parler, au point d'ailleurs qu'il arrive qu'on l'oublie. Donc, quand je reviens à mon tableau, je vais dire mon tableau, revient ce problème, et vous voyez qu'il n'est même pas cité, ce vers, c'est quand même incroyable, et il n'est même pas cité dans le titre. On a fruits, serviettes et boîte à lait, et verre quand même, et verre par-dessus et au milieu, avec une composition d'ailleurs qui est assez étonnante parce qu'elle est basculée sur la gauche, mais je n'ai rien à en dire de plus, si ce n'est qu'il y a manifestement un travail de repeint de choses qui étaient prévues sur la droite de la table, là, enfin si on peut appeler ça une table, en tout cas sur la droite, il y a manifestement un repeint parce qu'on trouve beaucoup de vert, beaucoup de gris dans des aplats dynamiques et verticaux. Donc il y avait là sans doute quelque chose. En revanche, que le vert soit un repeint, peint par-dessus, j'en suis sûre, parce que si on prend le détail, on s'aperçoit que les lignes donc les lignes verticales du verre permettent de prendre conscience du verre, enfin dessinent le verre de manière très claire. Il y a une légère variation tonale le long de la ligne de gauche qui permet d'avoir cette idée d'une transparence, mais très légère variation tonale. Ce qui m'intéresse, c'est que les lignes horizontales, en revanche, c'est-à-dire le haut du calice, le bas du calice et le socle, suivent les lignes du drap. Et il y a là, dans la manière dont Cézanne les a travaillés, à la fois beaucoup de maestria, alors tout à fait différente de chez Claes, il ne s'agit pas de faire du reflet, je vais y revenir, mais bien de peindre par-dessus quelque chose, en l'occurrence le drap et un peu le mur, peindre par-dessus quelque chose et peindre par-dessus quelque chose de transparent. Donc de laisser voir à travers. Le travail qu'il effectue donc, se fonde sur les lignes premières qui sont celles du drap, pour les horizontales, qui sont celles du drap, de ces renfoncements. On voit que le bas du calice se trouve dans un pli du drap déjà obscur, alors qu'il a retravaillé, rehaussé, mais enfin tout est déjà là, derrière ce verre transparent. Si on prend le détail de chez Claes, ce qu'on voit dans le détail, c'est que évidemment Claes travaille le reflet et on le voit c'est d'autant plus fin ce travail du reflet, qu'il n'y a donc pas chez Cézanne, je vais y revenir. C'est d'autant plus fin chez Claes qu'on voit la fenêtre qui n'existe pas dans le tableau, qui donc se reflète à l'extérieur sur le bord gauche du verre, et puis à l'intérieur du verre, plus bas à droite, et dans le liquide, là où le reflet de cette fenêtre qui est quelque part à gauche, à l'extérieur, se mêle au reflet de la coupe de métal qui se trouve à droite. Alors, à bien regarder ce qu'il fait, je crois qu'on peut dire ce qu'ils font en nature morte et croire Roland Barthes, c'est qu'il y a bien donc l'idée de cette continuité de l'espace, c'est-à-dire que l'intérieur du tableau
témoigne de l'existence d'un extérieur du tableau. Et cet extérieur du tableau, c'est celui, dit Barthes, du bourgeois flamand qui glisse son regard le long de ses possessions. Donc chez Claes, c'est bien le reflet qui est le marqueur de la matérialité du corps transparent. C'est grâce au reflet qu'on constate qu'il y a un verre. Mais c'est aussi donc cette illusion qu'il assure, le reflet de continuité de l'espace représenté dans le cadre avec l'espace hors du cadre. Ce que va dire Merleau-Ponty, à juste titre, dans son joli texte sur Cézanne, le doute de Cézanne dans Sens et non-sens, c'est que chez Cézanne, donc, l'objet n'est plus couvert de reflets, perdu dans ses rapports à l'air et aux autres objets. Il est comme éclairé sourdement de l'intérieur. La lumière émane de lui. Il en résulte une impression de solidité et de matérialité. Alors, de fait, c'est bien ça qui change de la nature morte hollandaise à la nature morte de Cézanne. C'est qu'il n'y a plus de reflet. Ce reflet est devenu une sorte d'opacité à l'endroit, mais d'opacité locale, j'y insiste, à l'endroit où le tableau... Ouais, merci. Voilà. Merci. À l'endroit où le haut du verre se retrouve sur le fond du mur, on voit que dans le détail du motif de la tapisserie, qui est très remarquable aussi bien sûr, dans le détail du motif de la tapisserie, il modifie quelque chose sans qu'on puisse bien dire quoi. C'est-à-dire qu'il y a bien dans ce haut du verre un reflet qui signale la matérialité du verre, enfin, pardon, pas un reflet, quelque chose qui signale la matérialité du verre, mais c'est précisément une matité, je pourrais dire, plutôt qu'une opacité, et ça ne joue qu'à peine si on compare les deux motifs, celui devant lequel le verre se trouve et celui devant lequel il n'y a rien. Au fond, il y a assez peu de différence dans ce toucher blanc, ou très clair en tout cas, qui est présenté. Alors donc Merleau dit que l'objet est débarrassé du reflet, et Cézanne disait, merci, qu'on ne devrait pas dire modeler, on devrait dire moduler. Et donc là, évidemment, moduler la lumière, naturellement. Enfin, un peintre, la couleur, c'est la lumière. Sauf que, alors Deleuze a dit des choses bien plus intéressantes et plus développées que celle-ci, mais ça m'a fait rire. Il suffit de voir un Cézanne, ce n'est pas une modulation de la lumière, mais de la couleur qu'il s'occupe. Et ça, c'est très intéressant, parce que voilà qui met fin, si toutefois il en restait un peu, à quelques liens entre un extérieur de la toile, donc de la lumière, et un intérieur de la toile où il n'y a plus que de la couleur. La lumière, c'est du blanc, c'est de la pâte blanche. On va la mélanger, pour produire des effets d'éclat, etc. Mais c'est du blanc. Ce ne sera pas la même chose en photographie. Donc le travail de Cézanne ne consiste pas à travailler la lumière, mais à travailler la couleur de manière interne au tableau. Ici, je reprends un peu les éléments de description que je vous faisais. Pardon, sans vous avoir fait remarquer ce détail, il faut revenir en arrière. C'est qu'il y a un endroit juste sous le calice. Et donc j'ai regardé dans les deux versions, je suis passée en négatif pour vérifier, je l'ai fait vérifier par des yeux valides, différents de moi. Tout le monde est d'accord, il n'y a rien sous le calice. En haut de la tige,
du verre, et sous le calice, il y a un espace où il n'y a absolument rien, aucune peinture par-dessus, hein, le drap. On a compris que ce qui faisait le verre transparent, c'était de la couleur par-dessus le drap. Or, il y a ce petit endroit qui fait que aucun ajout de peinture par-dessus n'est apporté. Et là, on se trouve vraiment dans le comble, si j'ose dire, de la transparence, puisqu'à cet endroit-là, il n'y a rien. Le corps véritablement transparent. Donc, évidemment, la première observation, qui est là depuis le début, c'est quel intérêt a la transparence pour un peintre qui s'est affranchi des lois de la perspective, de l'échelonnement des plans dans la profondeur. Est-ce que Cézanne fait ici un pied de nez à une histoire de l'art qui le précédait, dont il se moque? On le sait, les impressionnistes ont bien montré que ça n'était plus leur question que de peindre des choses extérieures à la peinture. Le sujet était devenu un prétexte à peindre. Et puis la remarque de Deleuze va dans ce sens-là. Il s'agit de moduler la couleur et non pas la lumière. Et ce qu'on voit dans le tableau, c'est que de fait, le mur, le drap, le verre, tout ça c'est sur le même plan. Il flotte en apesanteur en haut. Les fruits, le couteau, la boîte à lait flottent de la même manière dans le bas du tableau. On peut le remontrer une seconde en entier, parce que vous avez été soumis au zoom, forçage du zoom. Mais ça, la deuxième observation qu'on peut faire, c'est que cette dispense du reflet, donc ici opaque, dira-t-on, je parle du haut du verre, est donc une dispense de la réflexivité de la représentation. Et là, on repense à Marin et Foucault sur le siècle d'or, hein, leur très grand texte, Foucault dans Les mots et les choses, avec son analyse des Ménines. Est-ce que, alors, on a affaire, et je le crois, à un tableau mat, refermé, j'ai dit mat, j'ai pas dit opaque, vous voyez que j'ai arrêté avec la fenêtre ouverte ou fermée d'Alberti, il est mat, refermé sur lui-même, sans sujet pour le regarder, un objet tableau. Ça pourrait être le cas, enfin, ici, il me semble, et j'emprunte à Foucault, mais c'est un autre texte, sur la peinture de Manet cette fois, le fait que Cézanne, ici, comme Manet, rompt avec l'illusion de la transparence de la toile. Il dénonce la chimère de l'immatérialité du tableau. Au nom, donc, d'une matérialité de la peinture, de la toile, donc des traits et des couleurs. Alors, je vais passer un second moment. Disons qu'on s'est donc débarrassé du reflet avec Cézanne. Il reste donc comme marqueur, signe, traître de la transparence, l'opacité locale. Ces caractéristiques, une image sans reflet qui travaille sur la transparence et présente des opacités locales, le modèle c'est la radiographie. Là, il n'y a pas de reflet du tout. La preuve, c'est la toute première, la magnifique première radiographie, celle de la main de Madame Röntgen. Sans doute, le bijou qu'elle porte au doigt devait-il être une pierre précieuse, mais on ne le saura jamais, puisque ce n'est qu'une silhouette qui se trace à travers, donc, par les rayons qui traversent sa chair. Alors, tout petit rappel, on est donc 15 ans après Cézanne, et donc disons qu'on s'est débarrassé du reflet pour une partie de la représentation de la transparence. Je suis toujours dans cette idée de représenter la transparence, de travailler avec et sur la transparence. Ce que la radiographie fait de manière technique et hyper intéressante pour les avant-gardes qui suivront, et notamment le grand
j'allais dire maître, mais ça, bah si, ça lui va. Le grand maître du travail sur la lumière, qui est Laszlo Moholy-Nagy. Alors je le prononce à la française alors qu'il est bulgare, il faudrait dire Moholy-Nagy, je crois, mais je vais continuer à dire Moholy-Nagy. Qui a vu, donc on est là dans les années 20-30, Moholy-Nagy est membre du Bauhaus, il va travailler d'abord en Allemagne et puis lorsque le Bauhaus fermera en Allemagne, il ira à Chicago, il sera l'un des enseignants et enseignants artistes évidemment les plus importants du mouvement, de la nouvelle vision qu'il va créer. Ce qui m'intéresse, c'est que parmi les procédés nouveaux qu'il veut exploiter et faire exploiter à ses étudiants, il y a ce modèle de la radiographie qu'il propose de travailler donc, pour ces questions d'absence de perspective et de transparence des corps. Donc la question de la transparence n'a pas disparu sous prétexte qu'on a arrêté de travailler sur le reflet, et c'est pas du tout vrai qu'on a arrêté de travailler sur le reflet, hein, vous m'entendez bien. Ce sont juste ces deux marqueurs qui m'intéressent. Il va travailler donc sur le photogramme, qui est donc une photographie sans appareil, hein, c'est un papier sur lequel on dépose des objets, on insole, et puis on développe. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des moments où il faut éteindre, et voilà. Mais en tout cas, c'est une photographie sans l'appareil, c'est-à-dire sans la chambre optique, quel que soit le dispositif et son évolution technique, sans la chambre optique à laquelle nous sommes habitués quand nous parlons de photographie. Le photogramme, c'est vraiment la base. C'est simplement la réaction chimique des sels d'argent à la lumière qui intéresse les gens qui travaillent dessus et qui va beaucoup intéresser les avant-gardes. Alors à vrai dire, ce ne sont pas eux qui les ont inventés. Les tout débuts de l'histoire de la photographie proposent déjà des photogrammes qu'on n'appelle pas comme ça encore, on ne sait pas comment les appeler, mais William Henry Fox Talbot, qui est l'inventeur anglais de la photographie, propose des exercices botaniques, vous voyez, avec des plantes qui déposent sur le papier, et Anna Atkins, elle le fera de la même manière, alors sur le cyanotype, donc ça fait ce magnifique bleu, parce que c'est une substance sphérique et ce ne sont pas des sels d'argent, mais bon, bref. Ce qui est intéressant là, et c'est ça qui va intéresser les avant-gardes, c'est qu'il y a là une manière de voir le monde, les objets, en l'occurrence ici les plantes, d'une façon radicalement différente, par le biais de la silhouette et aussi par le biais de la densité en fait, de texture que les plantes proposent et manifestent lorsqu'elles sont traversées, un peu traversées, beaucoup traversées, pas du tout traversées ou totalement traversées par la lumière. C'est bien ce travail sur les textures que va mener Moholy. Alors là, je vous ai mis l'exemple, tout le monde connaît le rayogramme de Man Ray. Donc le surréaliste, en fait, cherche à défamiliariser la vision, simplement. Donc on reconnaît les objets, ils ont juste l'air étranges. Et donc c'est dans l'esprit de la création de Man Ray. C'est pas lui qui m'intéresse, parce que lui s'intéresse au fond pas tant que ça à la transparence, il s'intéresse au négatif, avec l'idée que voir les choses en négatif, c'est voir les choses autrement, et donc sans doute libérer notre manière normale de les considérer, alors que Moholy, comme vous pouvez le constater, ne pose pas des objets sur son papier pour qu'ils soient reconnaissables bien que déformés. Il pose des textures, il pose des matériaux, il réalise des compositions qui, dès lors, sortent totalement de quelque idée de représentation que ce soit, frôlent l'abstraction, évidemment, mais naturellement, c'est ça qui est assez intéressant. Ce sont des compositions radicalement neuves qu'il réalise grâce au photogramme et grâce à la manière dont les matériaux, les textures réagissent à au flux photonique. Laisse passer, laisse pas passer. Il ne laisse pas passer, il laisse totalement passer ou très peu. Donc cela devient des questions de densité en fait,
une échelle de densité de la transparence qui va du translucide à l'opaque. Et il y a là un usage de la transparence qui donne lieu à des compositions, je le disais, radicalement neuves. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais Laszlo Moholy-Nagy est aussi très connu pour avoir fabriqué, entre autres, un modulateur espace-lumière, c'est-à-dire une machine qui permettait justement des jeux de reflets, d'éclats, de filtres, et qui se mettait en mouvement. On est là donc toujours dans les années 20 avec une idée, la nouvelle vision. L'idée, c'est que depuis 100 ans, 120 ans de photographie et de cinéma, dit Moholy-Nagy, il est inenvisageable que nous ne voyions pas le monde avec des yeux totalement différents. C'est inenvisageable. Et ce à quoi il se consacre, lui et ses étudiants et ses amis en peinture aussi, c'est vraiment à rénover, renouveler absolument la manière de voir le monde. C'est là aussi où dans le design on verra apparaître les tables transparentes, justement cette forme de légèreté, de mobilité qui va dans le sens d'une vitesse après laquelle courent toutes les avant-gardes, avec un rêve de simultanéité qui fait passer donc de la question de l'espace à celle du temps. Donc qui est aussi très intéressant. Donc il va pour cela, Moholy, utiliser toutes sortes de matériaux différents, des textures, des papiers, des tissus, du cellophane, des plastiques, justement pour faire jouer cette lumière. Lui, pour le coup, il module vraiment la lumière, comme peut-être voulait le dire Cézanne, mais Cézanne parlait de ses couleurs et pas de la lumière. Là, on est vraiment dans cet opposé, si on peut dire, de Cézanne. Lui, il module la lumière, Cézanne modelait les couleurs. On va passer. Merci. Ah oui, non, on est passé trop vite, pardon. Je vais gagner un peu de temps, mais là, ça ne sera plus intelligible. Merci. Donc voilà, oui, cette nouvelle vision, donc c'est un rappel d'une atmosphère générale dans les avant-gardes européennes et nord-américaines en tout cas, de ces années 20-30, d'aller de plus en plus vers la mobilité, vers ce que la transparence promet au fond, c'est-à-dire plusieurs images en un seul coup d'œil. Cette idée de la transparence d'un matériau qui supporte une image et de la superposition possible d'une image sur une autre, soit par double exposition ou triple exposition sur le même film, soit au tirage sur le même papier, un négatif, puis un autre négatif, puis un autre négatif, et l'ensemble devient une combinaison de plusieurs images. Cette idée que sur une surface, on trouve une composition qui est un mix, un assemblage de différentes couches transparentes, semi-opaques, semi-transparentes, on va dire, qui permettent de laisser passer les images. Elle agite vraiment à peu près l'ensemble des avant-gardes, et tout particulièrement Moholy-Nagy. Elle agite aussi, je le mettais en bas là, du PowerPoint, en littérature. Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, j'ai eu cette petite trouvaille il y a quelques années de m'apercevoir que quand Marcel Proust parlait de photographie, de ces clichés qui ne montrent que du noir tant qu'on ne les a pas approchés d'une lampe, ne parlait pas de papier, mais de plaques de verre. Et alors il suffisait de tirer le fil pour retrouver que ces plaques de verre étaient une forme matérialisée de la métaphore proustienne, qu'elle permettait la combinaison des temps, comme dans la durée bergsonienne que met en œuvre Proust dans son roman. Enfin, que la transparence, donc ces superpositions de plaques transparentes, permettaient aussi bien des jeux de création
en design, en art visuel, que un imaginaire extrêmement riche pour la littérature, qui ne se contente pas, donc pour Proust en tout cas, il y a bien le portrait de la grand-mère qui est tiré sur papier encadré, on se rappelle ça, mais il y a aussi Saint-Loup qui développe des négatifs à l'hôtel en bas à Balbec, où il couche avec le groom, je crois, en même temps. Mais enfin, la photographie n'est pas qu'une surface. Je vais faire une transition là assez habile, je crois. La photographie n'est pas qu'une surface, elle est le produit d'un corps transparent, la lentille, et elle est le résultat tellement transparent, apparemment, qu'on peut voir sur papier. Cet idéal de dématérialisation des surfaces, Philippe Hortel, qui travaille sur la littérature et la photographie, c'est à la fin de son livre qui porte essentiellement sur le 19e siècle, mais qui se termine justement sur Proust et autour de la Première Guerre mondiale. Il note ça, en fait, que toutes sortes de courants, mais sans littérature, toutes sortes de courants manifestent cette propension à une dématérialisation des surfaces. Alors c'est là qu'on dit que la transparence est un enjeu essentiel. Et en même temps, c'est en littérature. C'est en littérature, ça veut dire que là, il est très facile de dématérialiser une surface. Par exemple, la fenêtre ouverte d'Alberti, qui se retrouve d'un seul coup, sans cadre, sans vitre, sans rien, parce qu'elle est simplement un groupe nominal. Donc je reviens toujours sur Foucault et sur cette chimère de l'immatérialité du tableau pour aborder maintenant le dernier aspect, qui est la photographie, cette fois avec l'appareil, et pas seulement son papier qui réagit à la chimie. C'est sans doute la championne de la mimésis, la photographie, et pour le coup, on devrait voir revenir tout le bagage du jeu de transparence-opacité, mais je continue donc à parler, moi, de la transparence se manifeste par reflet local ou opacité locale. Donc oui, la photographie est un médium transparent. J'ai écrit là que c'est un pléonasme si on suit Daniel Bougnou et le fait que tout médium est autoraturant. Ce serait le principe même de la transparence que d'être auto-raturante et peut-être même donc d'être un aspect du médium. Je lance cette idée. Quand on parle de la photographie comme image transparente, il faut envisager que c'est lié à un réglage normé des lentilles plus un usage correct par l'usager. C'est Wilhelm Flusser dans sa philosophie de la photographie qui a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait se battre avec son appareil photo qui était c'est toujours vrai, un facteur de normativisation extrêmement développé. On pourrait dire, cependant, que avec la photographie, comme l'exemple j'ai pris au hasard une carte postale que j'aime bien, qui est sur mon bureau. C'est une photographie de Jean-Philippe Charbonnier prise à Arles en 78, à la piscine. On pourrait dire que la transparence de la photographie, c'est une vraie transparence, ou le comble de la transparence, exactement comme cette partie, vous rappelez-vous, il n'y avait rien sous le calice de Cézanne, au-dessus de la tige. On pourrait dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la vraie transparence, donc qui ne se voit pas, la vraie transparence. Ah oui, et Barthes disait aussi, la photographie est toujours invisible, ce n'est pas elle qu'on voit, c'est dans la chambre claire, donc c'est toujours pour aller dans le même sens de cette idée que 50 ans après, on maîtrise assez bien, je crois, pardon, 44 ans après. Et j'ai fait exprès de mettre là comme exemple une sorte de contre-exemple, je triche un peu,
en mettant une photographie du 19e siècle en reproduction. En fait, là, j'écrase tout. J'écrase toutes les matérialités avec le PowerPoint et la projection d'images numérisées. Mais évidemment que la matérialité fait sentir une transparence qui existe ou sans la matérialité d'un vieux papier, par exemple, d'une photographie ancienne, avec son enrobage, son encadrement, etc. Une carte postale manifeste par leur matérialité qu'il y a là une interposition à laquelle on pourrait réfléchir. Parce qu'on a vu ça au début, un corps transparent, c'est un corps interposé. Alors, une blague sortie du manuel de la photo ratée de Thomas Lélu, qui est un contre-exemple, la preuve de la transparence de la photographie. Si vous aimez la photographie ou si vous avez des cadeaux à faire à Noël, et si vous ne l'avez pas déjà offert, je vous conseille vraiment le manuel de la photo ratée de Thomas Lélu, parce qu'il donne à la manière d'un manuel comment on doit procéder pour obtenir tel ou tel effet. Donc ici c'est le doigt devant que j'ai choisi, mais il y a le flou, le contre-jour, enfin toutes sortes de ratages, avec une partie de description donc, qui est à gauche en général, qui est comment obtient-on cet effet-là, et une partie à droite qui est une satire assez cruelle du vocabulaire des esthéticiens et des esthéticiennes dont je suis, qui vantent la beauté de l'effet produit par le ratage, avec des ratages là, qui sont tout à fait réussis. Donc, le doigt devant, voilà, opacité opaque, obstacle opaque, voilà, fait apparaître le plan transparent sur lequel il est placé. Le doigt, il est placé sur l'objectif, là, et c'est ce qui gêne, et c'est ce qui permet, par conséquent, de se dire qu'il y a un plan, sans quoi on oublierait. On oublie l'objectif, de la même manière qu'on oublie que la surface de la photographie est aussi normalement transparente, qu'un objectif est propre et transparent, et donc parfaitement invisible. Avec le doigt devant, Lélu fait apparaître ce plan qui existe de fait, et donc le rend à sa matérialité invisible, mais à son existence. Alors, pourquoi on dit comme ça que la photographie est toujours invisible, etc. Jean-Marie Schaeffer avait trouvé il y a longtemps une justification à cela. Il parlait d'une culture de l'arché qui nous permet de distinguer une photographie de n'importe quelle autre image, un dessin, une gravure, etc. Et c'est à partir de cette culture de l'arché qu'on avait cette illusion de voir comme si on y était, à travers rien. Et cette culture technique, elle évolue. Beaucoup de questions se posent en photographie aujourd'hui, et notamment le retour avec l'intelligence artificielle d'images simulant la photographie. Donc ça devient un peu abyssal, mais c'est hyper intéressant parce que ça bouge, il y a de quoi réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, cette culture technique de la photographie, alors moi, il m'importe en tant que professeur, je suis militante d'une culture technique de la photographie, qu'on comprenne ce que sont les papiers, ce que sont les objectifs, ce qu'est le tirage, ce qu'est un écran, parce que ce sont des armes contre l'illusion ou la chimère de l'immatérialité du support, du tableau, disait Foucault, mais que ces armes doivent être évidemment cultivées. Ça se cultive, une arme maintenant. Il s'agirait donc d'arriver à voir dans une photographie cette transparence qui existe, même si rien ne la trahit la plupart du temps,
ni doigt devant, opacité locale, ni reflet. J'aurais pu vous faire toute une histoire de la photographie, de Viviane Mayer par exemple, de photographes qui se regardent à moitié dans une vitrine et de l'autre, dans leur ombre, apparaît ce qui se trouve dans la vitrine. Il y a toute une histoire de la photo comme ça, hein, qui est passionnante d'ailleurs. Mais là, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est cette illusion d'immatérialité. Parce qu'elle a des conséquences. Alors, pour prendre un grand exemple de grand travail déjà effectué sur le même type de questions, mais dans des conditions évidemment beaucoup plus prégnante. C'est Images malgré tout de Georges Diduberman, hein, qui montre comment quatre bouts de pellicule qui ont été pris, enfin insolés, et sortis des camps d'Auschwitz-Birkenau constituent donc des preuves pour l'existence des chambres à gaz. Ces 4 petits bouts de pellicule ont été recadrés parce que précisément, je ne vous ai pas mis les exemples ici en me disant que sans doute vous connaissiez, je résume quand même, parce que ces photos sont très mal cadrées. Les gens du Sonderkommando, ces quatre personnes qui sont dans une rébellion. Il y a 3 Polonais et un Grec qui essaient de faire savoir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Eux, ils sont à l'intérieur. Évidemment, c'est dans des conditions au risque de leur mort qu'ils prennent ces photos. Donc, ils ne cadrent pas, ils ne centrent pas, ils ne règlent pas. Les photos sont floues, flottantes. La première paraît même illisible parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. L'appareil a dû être tourné. Et pour qu'elle soit lisible vraiment, il faut recadrer, travailler sur le tirage, etc. Il y a même eu des retouches qui ont été faites, ça c'est un autre problème. Mais ces photos n'étaient pas transparentes. Ces photos n'étaient pas transparentes d'emblée. On les a rendues transparentes pour les mettre dans des manuels scolaires, d'histoire notamment. Sauf qu'en faisant cela, en enlevant les signes, les marqueurs de la transparence, on enlevait aussi les signes, les marqueurs du geste photographique. En l'occurrence, du risque pris par ces hommes pour faire ces photos, pour témoigner et pour réussir à les faire sortir. Et ce qui m'intéresse là, c'est que on continue à aller dans le sens d'une image lisible, c'est-à-dire transparente, au détriment de tout ce qui la produit. Ce que dit Diduberman, il a cette magnifique formule: pour savoir, il faut s'imaginer, avec ce S entre parenthèses, pour savoir, il faut s'imaginer, parce qu'évidemment, on ne peut qu'imaginer les entours de l'image, la position du photographe ou de la photographe au moment de la prise, la panique, le danger, etc. On ne peut que l'imaginer. Mais des signes sont dans l'image, et la transparence si on recadre, fait disparaître ces signes. Donc j'en conclus avec donc cette petite synthèse. J'ai proposé de considérer la transparence comme une transitivité affectée, donc dans l'image fixe, peinture ou photo. Et ce qu'on peut voir à partir en suivant ce fil des marqueurs de la transparence, c'est que on peut parler de transitivité affectée au sens où celle-ci est modifiée, touchée par un éclat, donc reflet ou une opacité, qui la trahissent, et la parasite, ce faisant, font paraître la transparence. On peut le voir aussi à un autre niveau, transitivité affectée, au sens de feinte artificielle. La transparence, de fait, elle est toujours faite, elle est matérielle. C'est un corps qui s'interpose ou qu'on a interposé. Là, vous voyez que Raplik, le spécialiste de photographie, mais aussi en peinture, c'était des questions de geste. À chaque fois, c'est des questions de résultat d'un geste à la surface.
Et j'aimerais terminer par cette idée qu'il s'agit aussi d'une transitivité toujours à affecter, alors c'est un peu moralisateur, pardon, mais j'y tiens, une transitivité à affecter au sens d'imputer à, de réaffecter dans le cas de la photographie, qui est toujours une image trop transparente, et qui demanderait, si on pouvait arriver à diffuser cette culture de la photographie, qui demanderait à l'œil de compléter, comme dans la toile, là où il n'y a rien. Compléter pour faire apparaître qu'il y a une transparence, surtout quand on ne la voit pas. Ça va ? Très bien. Vous mettez l'épilogue. Ah oui, j'avais fait un épilogue, j'ai oublié. Je sais pas. Eh bien oui, parce qu'évidemment, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est la dématérialisation des supports qui va avec cette chimère de l'immatérialité. Quand on observe toutes les photos, tous les dessins, tous les tableaux, toutes les gravures au travers du même écran, enfin, je ne suis pas sûre que le risque soit immense, mais en tout cas, au premier abord, il est tentant de confondre la peinture, la photographie, la gravure et d'autres techniques. Ces techniques, ce ne sont pas les mêmes gestes, ces images ne sont donc pas les mêmes. Et on a eu des tas de dessins d'Auschwitz, pour reprendre l'exemple malheureux, tragique, travaillé par Didier Huberman. Cela ne prouvait pas autant, aussi efficacement qu'une photographie, même ou surtout mal cadrée. Donc cette transitivité à réaffecter, moi j'y tiens beaucoup, dans le sens où regarder un tableau, et là c'est mes regardeurs, regarder un tableau, regarder une photographie, regarder une gravure, regarder un dessin, avec toutes les techniques à chaque fois, c'est convoquer un imaginaire possible de la production de cette image. Si on a cet imaginaire possible de la production de cette image, on est sûr de ne jamais tomber dans ce trou de l'image qui ne veut rien dire, et de savoir, en tout cas de savourer, à défaut, chacun des types d'images auxquelles un œil avec son cerveau peut avoir affaire.